Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos majeurs. On va commencer avec une analyse sur le Bitcoin. Alors l'analyse va être assez rapide parce qu'on est dans le même schéma exactement que la semaine dernière. Alors pour rappel, on a en résistance 7 obliques à partir des points hauts. Donc c'est plutôt une zone qu'une oblique très mince, hein. Mais on voit qu'on n'est pas très loin de la résistance. On a également à plus court terme une résistance horizontale ici, avec des points bas et des points hauts travaillés plusieurs fois. Donc là, la première impression qu'on a, c'est que on est en train d'échouer à passer ce niveau. On l'a testé une fois, deux fois, trois fois. Les cours n'ont pas réussi à le franchir à la hausse. À la baisse, on a un support assez clair. Enfin, encore une fois, c'est plutôt une zone. C'est la zone des 9003 à 9000, 9150 à peu près. C'est une zone avec plusieurs points bas qui a toujours fait rebondir les cours depuis qu'on a fait le point haut ici. Donc là, on voit qu'on est dans une zone de congestion, comme la semaine dernière et comme les semaines précédentes. Du coup, il n'y a pas énormément de choses à prévoir sur le Bitcoin, hein. Les plans, ils sont assez simples. Pour estimer qu'on va faire une nouvelle vague de hausse de grande amplitude, il faudrait qu'on arrive à casser ce niveau. À la fois la résistance horizontale qu'on a vue ici à 10 850, et à la fois cette oblique qui est à peu près au même niveau, 10 900, un peu plus haute. Si on arrivait à la casser à la hausse, eh ben, là peut-être qu'on pourrait espérer un redémarrage de la tendance haussière. Mais pour l'instant, c'est pas fait. On voit qu'on échoue à repasser ce niveau à la hausse, donc on reste en congestion. À la baisse, on a un petit niveau intermédiaire à 10 200 ici, de support. C'était des mèches basses ici, des mèches hautes ici, la congestion de bougie, et là la mèche basse. On voit que pour l'instant, on l'a testé aujourd'hui, ça a rebondi un peu, c'est mou. Dans tous les cas, comme je disais la semaine dernière déjà, c'est pas un marché intéressant à trader sur le Bitcoin. Les phases de congestion comme ça, on a des forts mouvements à la hausse ou à la baisse, mais qui n'ont pas vraiment de signification parce qu'ils ne nous font pas casser des fortes résistances ou des forts supports. Ça veut dire que dans cette zone, ici, de congestion, les cours peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent, tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. C'est pour ça que c'est vraiment pas simple à trader. Et mon conseil, c'est que vous restiez en dehors de ce marché qui est vraiment pas intéressant et pas évident à trader. Autant s'intéresser à d'autres actifs qui ont des configurations un peu plus intéressantes, même si une bonne partie du marché est en congestion, plutôt que risquer son capital sur un espèce de pile ou face un peu trop hasardeux à mon goût. Ce qu'on peut faire également, pour savoir quand est-ce qu'on va vraiment avoir du mouvement, c'est se baser sur les indicateurs. Donc là, on va se baser sur l'ADX et le DI. Alors j'ai déjà montré dans d'anciennes vidéos d'indicateurs, je vais en reparler rapidement parce que je pense que pour la phase qu'on a actuellement sur le marché, l'indicateur est intéressant. Donc comment il fonctionne l'indicateur? L'indicateur en bas, je vais le grossir un peu, vous voyez a trois lignes, une noire, une verte et une rouge. La noire, c'est la ligne de l'ADX. L'ADX, c'est une ligne qui va vous servir à voir la force des mouvements des tendances. Plus elle monte comme ça, plus c'est une tendance qui est forte, qui est affirmée, plus le mouvement qui est en cours a des chances d'être impactant et d'être un vrai mouvement. La ligne verte, c'est la ligne qui représente la puissance des acheteurs. Et la ligne rouge, donc la ligne de DI-, donc la verte c'est le DI+, ça vous montre la puissance des vendeurs. Donc la ligne verte et rouge, c'est simple, ça montre la puissance des acheteurs et des vendeurs. On estime en général que, comme ici, si la ligne verte croise la rouge à la hausse, ça veut dire que les acheteurs ont surpassé les vendeurs. Donc là, on a eu un croisement par exemple ici sur cette bougie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'indicateur nous disait, ça y est, les acheteurs prennent la main. Et ça peut être un signal d'achat. Alors quand je dis un signal d'achat, c'est un signal d'achat théorique, comme l'explique le créateur d'indicateur. D'ailleurs, le créateur d'indicateur, c'est le même qui a fait le RSI et le SAR et plein d'autres indicateurs. Donc, on peut s'en servir comme ça, voir des signaux d'achat ou des signaux de vente dans l'autre sens. Là, on avait un signal de vente sur cette bougie quand la ligne rouge, donc le DI-, passait au-dessus de la ligne verte. Ça veut dire les vendeurs prennent la main. Et en plus de tout ça, on a donc la ligne d'ADX qui montre la force de la tendance. Là où c'est intéressant, c'est que cet indicateur nous montre vraiment, enfin nous donne des signaux en fonction de la force des tendances. Vous voyez qu'on a une ligne à l'horizontale ici. Là, elle est réglée à 25, ici. Alors ce réglage peut changer selon les marchés. Dans certains marchés, c'est réglé à 20. Dans d'autres marchés, on va le régler plus haut. Plus le niveau est haut, plus c'est fait pour des marchés volatiles. Donc sur les cryptos qui sont assez volatiles,
je vous conseille de mettre à 25, voire même à 30. Parce que sinon, vous allez avoir des signaux. Les signaux, c'est quand la ligne d'ADX, donc en noir, dépasse le niveau. Quand ça dépasse le niveau, donc là c'est niveau 25 pour moi, ça veut dire que le mouvement qui est en cours, c'est un mouvement très fort, que la tendance a beaucoup de force. Et donc ça veut dire souvent que c'est une vraie tendance. Si on regarde un peu ce qui s'est passé sur les cours, là on voit que ici les cours ont dépassé le niveau 25 avec l'ADX, enfin l'ADX a dépassé le niveau 25, eh ben, ça voulait dire que le mouvement de hausse qu'on avait était un vrai mouvement de hausse et on pouvait chercher des achats. Quand il y a des mouvements de hausse ou de baisse, mais que ça se passe sous le niveau 25, on estime que ces mouvements n'ont pas beaucoup d'importance parce qu'il n'y a pas une forte tendance. Donc là, ce qu'on voit, c'est que depuis la phase de congestion qu'on a là, eh ben, l'ADX est repassé sous les 25 ici et n'est jamais repassé au-dessus, ou quasiment. Là, on a à peine testé le niveau. Donc ça veut dire que tous les mouvements qu'il y a eu depuis ce niveau, ici, eh ben, sont des mouvements peu intéressants. Parce qu'il y a des mouvements à la hausse et à la baisse, certes, mais qui ne sont pas assez forts pour que la DX repasse au-dessus de 25. Donc maintenant qu'on a vu ce fonctionnement, comment on peut l'exploiter pour les jours à venir, s'il y a un signal, eh ben, c'est simplement attendre que la DX repasse au-dessus de 25. Ça voudra dire qu'on a un vrai mouvement assez fort à la hausse ou à la baisse, parce que si jamais les cours baissent beaucoup, la DX va quand même monter. La DX mesure simplement la force d'une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Donc si ça baisse, qu'on casse par exemple le support des 9000, des 9200, et que dans le même temps l'ADX repasse au-dessus de 25, ça pourra vouloir dire que c'est un vrai mouvement de baisse et qu'on va avoir une baisse prolongée. Ou à l'inverse, si on casse le support des 10800, 10900 à la hausse, et que dans le même temps l'ADX repasse au-dessus de 25, ça pourra vouloir dire qu'on va réavoir un vrai mouvement de hausse, en tout cas que la hausse est vraiment soutenue. Et dans le même temps, quand l'ADX va franchir le niveau des 25, il faudra regarder la ligne rouge et la ligne verte, qui a la main. Donc en général, on le voit directement avec les cours. Si les cours ont baissé, la ligne rouge ici va repartir à la hausse, va croiser la ligne verte à la hausse, ce qui sera un signal de vente, parce que la ligne rouge, c'est les vendeurs. Mais donc ce signal de vente, on estime qu'il va vraiment être pertinent que si on a un ADX dans le même temps qui lui sera passé au-dessus de 25. Donc là, ça nous montre bien que la zone qu'on a actuellement, c'est une zone pas intéressante, parce que même si on a des croisements des deux lignes de DI à la hausse ou à la baisse, vu que l'ADX n'est pas au-dessus de 25, ça nous dit que les signaux sont pas très bons, qu'il n'y a pas une vraie tendance. Donc là, avec ça, ça nous incite à rester encore neutre, comme on a déjà dit avant. L'ADX est quasiment mort, on n'a pas dépassé 25, tous les mouvements qui vont se passer vont être des petits mouvements sans une vraie poursuite à la hausse ou à la baisse. Donc on peut se baser là-dessus et attendre vraiment que l'ADX nous donne un signal de reprise de la tendance. Si on regarde un peu dans le passé avec l'ADX, comme ça on voit que là, on avait le dépassement avec l'ADX niveau 25. Après, on a eu une vraie phase de hausse très soutenue. Ici, on avait un dépassement des 25. Là, on voit que ça a mis un peu de temps à décoller, mais on a fini par avoir une phase de hausse. Et même pendant la baisse, là par exemple, l'ADX passait au-dessus de 25, on était en mouvement baissier. Vous voyez, la ligne rouge, le DI- était au-dessus de la verte très largement. Ça voulait dire que les vendeurs avaient la main. Donc là, ça voulait dire qu'on allait avoir une phase de baisse parce que l'ADX était au-dessus de 25. Alors, c'est pas un indicateur ultra précis par contre, l'ADX. L'ADX met du temps à franchir le niveau 25 même quand les cours bougent beaucoup. Parce qu'il y a une certaine inertie, c'est calculé sur 14, donc ça démarre pas tout de suite. On s'en sert plutôt pour trader à moyen terme, en se disant que quand il a dépassé le niveau 25, ça y est, ça veut dire qu'on a une vraie tendance qui se dessine, et c'est à partir de là qu'on peut chercher à entrer en position, soit à l'instant T où on a le croisement des lignes, DI- et DI+, soit sur un autre signal technique, une fois qu'on sait qu'on a une vraie tendance grâce à la DX. Sur l'Ether en dollars, on va commencer en format hebdo. En format hebdo, on est toujours dans la même configuration que les semaines précédentes, on est toujours dans ce canal d'élargissement en bleu. Là, on est sur le bas du canal, donc il peut y avoir un rebond. On voit que depuis qu'on l'a touché sur cette bougie, la bougie de la semaine passée
est haussière, donc légèrement haussière, hein, il n'y a pas eu une grosse impulsion, mais on voit au moins qu'il y a eu une réaction. Donc ça veut dire que cette oblique est prise en compte. Après, est-ce qu'elle va tenir et permettre un rebond ou est-ce qu'elle va céder? Ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Mais on va rester dans les plans que j'avais déjà évoqués dans les vidéos précédentes. Le meilleur prix d'achat pour moi, c'est si on testait les 160 ici. Donc ça correspondrait à un petit excès baissier, peut-être une petite bougie baissière avec une mèche ici. C'est là que je tenterai de passer acheteur. Parce que c'est là qu'on a le meilleur prix pour acheter. Si on achète là à 160, il faut que ça remonte très vite. Si ça remonte pas très vite et que ça continue à baisser, eh ben on sort de position rapidement. Ça n'a pas coûté très cher et on a tenté de se positionner avec le meilleur prix possible pour acheter. Sachant qu'on a, avec Ishimoku, on a le Kumo qui est pas très loin. Donc vous voyez, si on baisse, on a un deuxième support un peu plus dynamique que le niveau des 160. Quand je dis le niveau des 160, il faut plus voir ça comme une zone que comme un niveau précis au point près. Donc là, c'est la zone des 160. On voit que le bas du Kumo, on serait à 150. Donc c'est également un support. Donc ça serait la meilleure zone pour acheter si on fait un petit excès baissier. Là, c'est vraiment le meilleur prix qu'on pourrait avoir pour tenter de passer acheteur. Mais c'est pas sûr qu'on ait ce prix. Ça pourrait très bien rebondir dès maintenant et repartir à la hausse parce que malgré tout, on est quand même sur l'oblique en bleu et on est quand même également sur le niveau des 180 ici, qui est un autre niveau relativement fort à l'horizontale de support. Donc on va passer en journalier maintenant pour affiner un peu. En journalier, la semaine dernière, on avait vu cette espèce de biseau pas très joli, surtout l'oblique haute qui me plaisait pas trop, mais on l'avait quand même tracé parce qu'on était à ce niveau-là. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on l'a dépassé à la hausse, très légèrement. On a fait ensuite un throwback dessus. Donc vous voyez, on a repris appui pendant 3 jours, ici, là et là. Petite mèche basse à l'intérieur et ça rebondit. Donc là, c'est assez propre, en tout cas pour l'instant. Et je vous avais dit la semaine dernière, moi, ce qui m'a intéressé pour me placer à l'achat, c'est si jamais on avait dépassé les 180 en clôture. Donc c'est vrai que sur la journée d'hier, on les a dépassés, ici. Par contre, j'ai pas acheté personnellement parce qu'en termes de timing, ça me plaisait moins que si on avait cassé ici et qu'on avait dépassé les 180 directement. Là, on a fait un throwback, on est reparti à la hausse. Donc maintenant, ce que je guette, c'est toujours des achats, hein. Par contre, ce qui me gêne un peu dans la configuration qu'on a actuellement, c'est que on est sur un AB égale CD. Alors, je vais le dessiner à l'écran. Donc, vague de hausse, donc c'est à court terme, hein. Vague de baisse ici, et nouvelle vague de hausse par ici. Si on mesure l'ABCD, avec donc une extension de Fibo, eh ben, on va voir que on est vraiment sur le niveau limite. Donc, je vais tracer A, B, C. Voilà, le niveau 1 est ici. Donc, quand je dis le niveau 1, c'est le 100% ici. Donc, c'est le segment AB égale CD en taille. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que on est pile sur ce niveau ici. Alors, on l'a légèrement dépassé avec la mèche ici, d'aujourd'hui. On l'a effleuré hier avec la mèche haute et c'est reparti à la baisse. Donc là, c'est un ABCD vendeur qu'on a ici. C'est pour ça que si jamais on avait dépassé les 180 ici, comme je parlais la semaine dernière en clôture, j'aurais acheté. Mais le fait qu'on ait baissé, qu'on ait fait une nouvelle jambe de baisse et qu'on reparte à la hausse, bah, du coup, ça nous fait former un ABCD vendeur. Donc moi, j'aime pas trop vendre, acheter, pardon, au niveau des 180 comme j'avais dit, alors qu'entre temps on a formé un pattern de vendeur. Donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai pas pris de vente à d'achat à 180 ici. Là j'attends. Ce que j'attends c'est soit l'invalidation de cet ABCD vendeur, parce que l'ABCD vendeur en fait il nous dit qu'ici on a une résistance au niveau de l'ABCD à 100%. Donc vu qu'on a une résistance, en théorie si le pattern fonctionne, les cours devraient rebaisser. D'ailleurs, on l'a testé avec la mèche hier, on l'a testé aujourd'hui avec un petit dépassement, et pour l'instant, on ne le dépasse pas. Donc je me dis que ça pourrait baisser, donc j'ai pas envie d'acheter alors qu'on est sous le niveau du pattern qui fait résistance. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est si jamais on dépassait le pattern à la hausse, donc si on dépassait les 185, on va dire pour arrondir, en clôture journalière, hein, ça voudrait dire que le pattern a probablement échoué. Donc le pattern de vendeur n'a pas marché, et un pattern de vendeur qui ne marche pas, ça vous montre, à contrario, qu'il y a énormément d'acheteurs dans le marché. Donc je me dis que si le pattern est invalidé et qu'on clôture en journalier à 185, je tenterai un achat pour jouer l'invalidation du pattern qui nous montre qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Et donc, au final, ça nous ferait jouer le rebond sur l'oblique en bleu au sens large. Donc on n'aurait pas le meilleur prix d'achat possible, hein, certes, mais
on s'adapte à ce que font les cours. Je parlais des 180 la semaine dernière. Là, les 180 sous le pattern vendeur, j'ai pas envie de tenter le coup. Donc pour moi, je tenterai que si on invalide ce pattern vendeur à 185. Si vous avez acheté à 180 comme je parlais la semaine dernière, ben, je vous conseille de rester en position, de tenter le coup. Ça sert à rien en trading de rentrer en position, sortir dès qu'on perd 1 ou 2%, re-rentrer. Le mieux, c'est de s'en tenir à un plan. Si vous êtes à l'achat, ben, tenez la position. Il faut miser sur le fait que ce pattern ne va pas fonctionner et qu'on va partir plus haut. Il y a quand même des arguments pour le scénario aussi, hein, parce qu'on est sur l'oblique, on est sur le niveau de support des 180 qu'on a légèrement cassé à la baisse, mais qu'ici on a refranchi à la hausse. Donc ça pourrait très bien partir à la hausse. Donc voilà pour les plans sur l'Ether. Donc encore une fois, si jamais ça rebaisse dans la semaine et qu'on a atteint les 160, c'est le meilleur prix d'achat pour moi. Si on clôture à 185 en clôture journalière, ben, je tenterai un achat. Si vous êtes à l'achat déjà, comme j'avais dit la semaine dernière, à 180, eh ben, je vous conseille de tenir la position. Ça vaut pas le coup de sortir maintenant. Autant tenter de la jouer, hein, on évite les allers-retours inutiles. Donc voilà pour l'Ether. Sur le BNB en USDT, alors on a le même graphique que la semaine dernière. J'avais montré cette fourchette d'Andrews avec la médiane ici qui avait bien canalisé la hausse et avec 3 points ici, ici et ici pour le trépied. On avait vu qu'on était déjà sur le bas de la fourchette et à la fois sur le Fibo 50% de retracement de cette vague de hausse. Donc c'était un niveau de support et en plus on est sur les anciens points hauts qu'on a fait ici. Donc là on peut voir ça comme un breakout des points hauts, des derniers points hauts ici, puis un throwback avant que ça reparte à la hausse. Donc là c'est un niveau de support, mais par contre, vu que la baisse était assez conséquente des dernières semaines, je voulais pas acheter n'importe comment agressivement, je voulais un signe de retournement de tendance pour bien qu'on voit qu'on avait un rebond sur le bas de la fourchette. En graphique journalier, on avait vu ça, un espèce de biseau en orange. Et là, on était à la fois sur le bas de la fourchette, en rose, et sur le bas du biseau. Par contre, j'avais pas assez de conviction pour vouloir acheter, et on n'avait pas de signal très fort de retournement. Donc, si on regarde un peu les volumes en dessous, on voit qu'on a un volume quand même relativement faible, hein. Vous voyez ici le volume qu'on a là, quand on regarde le volume qu'on a pu avoir sur les mouvements précédents, on voit qu'on est un peu faible. On voit qu'on a un volume décroissant sur la dernière semaine, de plus en plus bas ici. Et c'est assez logique parce qu'on est dans une petite zone de congestion ici. Vous voyez, zone de congestion, les cours qui latéralisent, et le volume qui est décroissant, qui baisse de plus en plus. Il y a de moins en moins de monde qui est intéressé dans ce non-mouvement, cette latéralisation. Donc là, dans une config comme ça, il n'y a pas de signal à y voir, hein. La tendance précédente était plutôt baissière. On pourrait très bien sortir de cette zone de congestion à la baisse ou en sortir à la hausse. Ça, on ne peut pas le prévoir. D'un point de vue purement statistique, quand la tendance est baissière, il y a plus de chances qu'on sorte de la congestion à la baisse. Mais ça reste que des probabilités, c'est pas suffisant pour vouloir jouer dans un sens ou dans l'autre. Donc là, vu qu'on est quand même sur un niveau de support avec le bas de la fourchette et le bas du biseau en orange, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on a une zone de congestion, on va attendre de voir par où on en sort. Si on en sort à la baisse, ça invalide les plans d'achat qu'on cherche dans cette zone, parce que ça a clairement un message baissier. Donc il y aura d'autres niveaux d'achat plus bas qu'on verra en temps et en heure. C'est pas la peine de faire de la fiction tant qu'on n'est pas sorti de la zone de range. Par contre, si on en sort à la hausse, je me dis que ça pourrait être le bon moment pour se placer à l'achat. Parce que même si la tendance ici est baissière, sur la dernière vague, la tendance de fond est clairement haussière, hein. C'est pas parce que là on a baissé de 50% que la tendance à moyen terme ou à long terme est baissière, hein. On a fait une hausse avant ça de 860%, donc 50% de baisse à la limite, c'est pas énorme. Donc je me dis que là, si on rebondit sur le bas de la fourchette, qui est un peu plus pertinente en hebdo, ça veut peut-être dire qu'on va rebondir sur le canal ici, rebondir sur l'ancien point haut, et repartir pour une belle vague de hausse. C'est pour ça que je cherche des achats. Mais comme je vous dis, pour l'instant, il n'y a pas de signal fort de reprise haussière. Il ne faut pas non plus vouloir acheter bêtement parce que la tendance de fond est haussière. Si ça doit baisser encore pendant 2 mois, on va se faire sortir si on a acheté n'importe comment. Donc pour acheter, je voudrais un signe, et ce signe, pour moi, ça pourrait être la sortie à la hausse de ce range, de cette latéralisation.
Donc là, on peut voir ça comme une phase d'accumulation, hein, avec l'accumulation dans cette zone et avec la distribution après qui va se faire si ça repart à la hausse. Donc c'est qu'un scénario hypothétique et c'est pour ça que je me placerai à l'achat que si on sort de ce range à la hausse. Donc maintenant, pour savoir si on va sortir de ce range à la hausse, il faut guetter dans les prochains jours. Est-ce qu'on va avoir une clôture au moins journalière? Prenez pas une clôture 4 heures ou 1 heure, hein. Si on a une clôture journalière au-dessus du range, ça peut être un signal qu'on rebondit sur le bas de la fourchette en rose et que la tendance haussière va pouvoir redémarrer. Donc là, en gros, si on clôture vers les 23,50, on va dire pour avoir un peu de marge, en clôture journalière, ça peut être un signal d'achat avec un stop sous la fourchette. Et ce qu'on vise, c'est un rebond à l'intérieur de la fourchette. J'en avais déjà parlé, je crois, la semaine dernière, hein, ça fait un espèce de trade comme ça. Ce qu'on vise, j'avais dit, je crois qu'on pouvait viser la médiane, enfin pas la médiane, mais les 50% de la fourchette. Ça nous ramènerait à 32,60. Et ça nous fait un stop, 11% de stop pour 40% d'espérance de gain. Donc ça reste potable, sachant qu'il y aura une résistance à passer au niveau du biseau par ici, donc selon le rythme des cours, hein, parce que là on est dans un biseau. Donc il faudrait qu'on sorte du biseau à la hausse au final. Donc pour ceux qui veulent se placer à court terme, on sort du range, on peut prendre un achat. Pour ceux qui sont plus prudents et qui veulent un gros signal long terme de rebond, vous pouvez attendre qu'on sorte de ce biseau en orange. Donc vous aurez un prix d'achat moins bon, hein, mais quand on est prudent, on a des prix d'achat moins bons, mais plus de conviction. Si on casse le biseau à la hausse, vous prenez un achat, un stop un peu sous le biseau, et vous jouez le retour de la tendance long terme à l'intérieur de la fourchette. Donc ça c'est plutôt pour les plans moyens voire long terme. On va regarder rapidement XRP en dollars. Je dis rapidement parce que j'ai les mêmes graphiques depuis 3-4 semaines. Ça bouge pas beaucoup. On est sur un niveau de support qu'on avait identifié depuis très longtemps déjà. J'avais proposé un achat sur le support long terme. Donc vous avez peut-être suivi le plan que j'avais donné déjà il y a 3 semaines je crois maintenant. Un achat swing avec un stop un peu large à 15%. Si vous êtes dedans, c'est simple, il n'y a rien à faire. On joue le plan, on a fait un scénario trading quand on a ouvert la position. On avait un bon ratio rendement risque de plus de 4,60. Il n'y a pas d'invalidation du plan, il n'y a pas de rebond pour l'instant, donc il n'y a rien à faire. Dans ce genre de trade qui ne bouge pas beaucoup, là on est à zéro après plusieurs semaines de trade, mon conseil c'est de ne pas regarder heure par heure, regarder une fois par jour s'il n'y a pas eu un gros mouvement, mais économisez-vous mentalement et psychologiquement. Il ne se passe rien. Si vous regardez heure par heure le graphique, vous allez vous faire des sueurs froides au moindre petit mouvement. C'est là qu'on voit bien l'aspect psychologique qu'il y a en trading. Si vous regardez vraiment minute par minute et que vous regardez le trade et qu'il part dans le mauvais sens, vous allez voir que vous perdez 100, 200, 300 euros peut-être selon votre capital. Et ça va vous faire peur. Et vous serez plus dans un état d'esprit lucide pour prendre des décisions posées. C'est pour ça que quand on a un plan, en général, il faut garder le plan, tenir le plan. Si ça baisse et que vous commencez à perdre beaucoup et que vous avez envie de couper le trade ou que vous avez peur, c'est peut-être que vous avez misé trop gros. Là, quand on a ouvert le trade, on savait qu'on avait un stop de 15-16%. Donc, vu qu'on savait la taille de stop qu'on avait, c'était à vous de gérer la taille de position idéale pour vous par rapport à votre compte pour ne pas trop perdre si jamais le trade perdait 15%. Si jamais vous avez trop peur et que vous n'êtes pas serein, c'est que vous avez misé une taille de position trop haute, trop forte. Et c'est aussi ça qui fait beaucoup d'erreurs chez les traders particuliers et beaucoup chez les débutants. C'est que vous misez trop. Et du coup, quand le trade part dans le mauvais sens, tout de suite vous perdez beaucoup et vous n'êtes plus du tout objectif en trading. Donc là, idéalement, il faut vous dire que même si vous perdez 15%, ça ne vous coûtera pas trop cher. Et donc, il faut adapter vraiment la taille de votre position à cette potentielle perte de 15% pour pas que ça vous affecte trop. Dans tous les cas, en termes de money management, vous acceptez une perte de 15% et vous visez un take profit de 73% quasiment. Donc en termes de money management et de gestion du risque, le trade est bon. Après, là, c'est vraiment un combat de nerfs et de patience. On ne sait pas si ça va rebondir ou pas, ça va beaucoup dépendre de la corrélation avec le Bitcoin, de ce qu'il va faire dans les prochains jours. Mais nous, par rapport au plan qu'on a fait, là, il n'y a simplement rien à faire. Même si on a ouvert le trade il y a 3 semaines et qu'on est toujours à zéro, que ça ne bouge pas, il n'y a pas de raison de vouloir le couper, puisqu'on n'a pas eu d'invalidation du plan. Donc, on s'en tient au plan
Et on garde le graphique de côté pour l'instant en le regardant de temps en temps, voir comment ça évolue. Sur le Litecoin en dollars, on est en format hebdo. On a 7 obliques de support qui n'a pas encore été testé et qui est pas très loin des cours. On a ce niveau de support à l'horizontale qu'on avait déjà vu, hein, l'ancien point bas ici et là la petite mèche haute. Là on est arrivé dessus, donc j'en parlais déjà la semaine dernière, il y a eu un petit rebond. Je n'avais pas de conviction assez pour acheter. Ce que j'aimerais, idéalement, c'est que d'ici la fin du mois, on vienne tester cet oblique et le niveau horizontal. Donc en fait qu'on fasse une petite latéralisation. Et là, ça pourrait m'intéresser, parce qu'on serait sur une conjonction de deux niveaux. Le niveau de support horizontal et le niveau de support oblique. Donc c'est là que j'aurai le plus de conviction pour tenter un achat, pour jouer le rebond. Là, pour l'instant, tant qu'on l'a pas touché, on est certes sur le support horizontal, mais dans une tendance ultra baissière et très rapide comme on a eu avant, j'ai toujours quelques réticences à vouloir acheter agressivement juste parce qu'on est sur un support. Donc j'aimerais au moins qu'on ait les deux supports à la fois ici, donc ça nous ramènerait vers le 30 septembre, hein, pour vouloir tenter un long pour du moyen voire du long terme. Si on rajoute Ichimoku, alors Ichimoku en format hebdo, on voit que l'Ashiku est sous le nuage, donc c'est plutôt un signe baissier, mais les cours sont dans le Kumo. Ça, c'est un signe plutôt de neutralité. Et on voit également, surtout, que si jamais on venait tester l'oblique vers la fin du mois, eh ben on testerait également le Kumo ici. Donc là, pour le coup, ça ferait un triple niveau de support, horizontal, oblique et Kumo. Donc c'est vraiment le niveau qui m'intéresserait le plus, hein, le niveau des 65 en gros. Ça serait un bon niveau pour acheter, mais en plus du niveau du prix, j'aimerais bien qu'on ait le timing en même temps pour toucher le Kumo et l'oblique. Donc c'est ce que je guette à moyen terme d'ici la fin du mois. À plus court terme, on va passer en journalier. En journalier, la tendance est baissière, hein, on voit que c'est assez propre. Les cours sont sous le Kumo, l'Ashiku est sous le Kumo et sous les cours. Donc là, Ichimoku nous dit que c'est très baissier. Par contre, en tendance baissière, ce qui se passe souvent, j'en avais déjà parlé avec Ichimoku, c'est que si jamais les cours arrivent à clôturer au-dessus de la Kijun en bleu ici, donc la Kijun c'est une résistance dans ce sens qui est assez forte, si on arrive à clôturer au-dessus, en clôture donc journalière, hein, eh ben souvent ça veut dire qu'on va aller tester le Kumo par la suite. Parce que la Kijun c'est une résistance, si on franchit la résistance à la hausse, eh ben, on peut se dire que les cours vont continuer à monter, parce que franchir une résistance, ça vous montre qu'il y a une pression acheteuse, et s'ils continuent à monter, ben, jusqu'où ils peuvent monter, jusqu'à la prochaine résistance. Et quelle est la prochaine résistance au-dessus de la Kijun? Eh ben, c'est le Kumo. Donc là, ça peut être à guetter pour les prochains jours, hein. Si on clôture au-dessus de la Kijun, donc pour l'instant, c'est pas du tout fait, hein. Attendez bien la clôture de la bougie. Là, pour l'instant, on teste la Kijun, mais il faut attendre la clôture. Si on clôture au-dessus de la Kijun dans la semaine qui arrive, là, eh ben, on peut, à mon avis, tenter un petit achat pour aller viser le Kumo. Donc, quand ça va arriver, il faudra quand même calculer le ratio rendement-risque. Si on achète avec un stop un peu serré en dessous et qu'on vise le Kumo, est-ce qu'on a un bon ratio rendement-risque pour prendre le trade? Là, je vous dis dans l'absolu, c'est ce qu'on aimerait faire, mais il faudra voir en temps et en heure, est-ce qu'on a le ratio rendement-risque qui va avec pour tenter le trade. Mais voilà, c'est une propriété qu'il y a avec l'Ichimoku. Quand on franchit la Kijun, souvent, eh ben, on va tester le Kumo. Là, on a un exemple ici. Vous voyez, on a franchi en clôture de bougie la Kijun qu'on avait en bleu. Ben, on a testé le Kumo avec une mèche. Donc là, pour l'instant, c'est pas fait, mais c'est ce qu'on peut guetter. Donc, je rappelle le plan pour nous, en tout cas. En format hebdo, d'ici la fin du mois, j'aimerais bien qu'on reteste le niveau des 64,50 pour tenter un achat à long terme. Mais d'ici la fin du mois, si ne serait-ce que dans cette semaine, on arrive à casser la Kijun à la hausse avec une clôture journalière, eh ben, tenter un achat pour aller jouer le test du Kumo.